Bienvenue à tous, bienvenue dans Revenu et Cause. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un invité pour un épisode qui me tient particulièrement à cœur, parce qu'on va aborder un pan des RevOps qui est malheureusement sous-estimé et je trouve sous-documenté en France à ce jour, mais qui est pour le coup ô combien crucial pour la performance des équipes revenues. J'ai nommé la rémunération variable. Et pour ça, et pour en parler avec moi, qui mieux que Antoine Faure, cofondateur et CEO de Cobra. Salut Antoine. Salut Benjamin, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de l'invitation Benjamin. Super content de t'avoir. Je pense qu'on a une petite heure devant nous super intéressante puisque tu as fait de ce sujet, donc la rémunération variable, ton expertise. Cobra, et tu le présenteras beaucoup mieux que moi, mais c'est la plateforme qui automatise et optimise les plans de rémunération variable. Et vous accompagnez déjà des centaines d'entreprises dans cette démarche. Et ce qui est passionnant, je trouve, dans la discussion qu'on aura, c'est que tu as une vision du coup très opérationnelle de la croissance, puisque tu vois au quotidien des erreurs et les bonnes pratiques que font ces entreprises sur leur plan de REM variable, les impacts concrets que ça peut avoir sur la performance, et surtout, tu as testé tes propres théories, puisque tu as scalé Cobra de 0 à plusieurs millions d'ARR avec des choix organisationnels très forts. Et c'est un peu ce dont on va parler aujourd'hui avec du coup au programme l'histoire de Cobra, que tu nous expliques un petit peu les choix structurants de croissance que vous avez pu faire. Je pense que ça intéressera beaucoup de monde. Et après, on parlera sur vos rémunérations variables, comment repenser intelligemment la REM variable pour qu'elle devienne un vrai levier de croissance et de performance. Et je pense que tu vas nous partager pas mal de bonnes pratiques sur le sujet. Et surtout, comment adapter ces plans selon les profils des équipes, SDR, AE, les commerciaux, voilà, les équipes clients, etc. Et les étapes de croissance. Donc voilà, encore une fois, bienvenue Antoine, bienvenue sur Revenu et Cause. Je te laisse te présenter rapidement et nous présenter Cobra. Yes. Donc effectivement, moi c'est Antoine. J'ai cofondé Cobra avec mes associés Axel et Tanguy il y a un peu plus de 5 ans maintenant. C'était à l'été 2020. Et donc ce qu'on fait, c'est un SaaS pour aider les entreprises à faire de la rémunération variable un levier de performance, et de performance commerciale et financière. Pourquoi? Parce que le variable, c'est vraiment à la croisée de ces chemins, dans le sens où c'est un levier de motivation important pour les commerciaux. Et donc, c'est important de bien concevoir son plan de rémunération variable pour driver les bons comportements et la motivation des vendeurs. Et c'est aussi, en tout cas dans les boîtes SaaS, le premier investissement go-to-market, donc au sens financier du terme, que font la grande majorité des entreprises. Et donc, il est impératif pour la direction financière d'avoir un contrôle et une prédictabilité, de faire une bonne modélisation de sa rémunération variable pour qu'elle soit sous contrôle. Puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas que la croissance qui compte, il y a aussi la maîtrise des coûts d'acquisition. Donc c'est clé de trouver la bonne équation et nous, on aide les entreprises à faire ça et puis à automatiser le calcul via notre plateforme. Et donc, je le disais un peu en intro, c'est quand même un sujet un peu niche et vous avez quand même levé des fonds assez rapidement. Donc, on y reviendra. Mais déjà, qu'est-ce qui t'a poussé, comment tu as eu cette idée de lancer un logiciel autour de cette thématique-là? Ouais, comme tu dis, c'est assez niche. Et ce qui est, on va dire, un peu particulier, c'est que moi, j'ai jamais vraiment été commercial avant. Enfin, pour être honnête, j'ai même jamais vraiment trop travaillé avant de monter Mhm. Cobra, puisque tous les trois, on sortait d'école ou presque. Euh, et donc, je pense que qui, ce qu'il y avait déjà au fond, c'était une envie d'entreprendre très forte et beaucoup de curiosité. C'est-à-dire que euh, je me fermais les portes sur aucune thématique. Et j'ai eu la chance de croiser des bonnes personnes, et notamment on avait quelqu'un d'assez exceptionnel qui était venu nous faire un training de 1 semaine sur le métier de sales, ce qui m'avait beaucoup plu. J'ai passé un peu de temps avec ce monsieur pour essayer de comprendre les pain points qu'il pouvait y avoir dans les organisations commerciales. Et le sujet de je calcule mes commissions sur des fichiers Excel, j'en peux plus, j'ai mes commerciaux qui râlent. C'était vraiment un sujet qui était récurrent pour beaucoup de dirigeants. Ils s'arrachaient les cheveux, ils faisaient des erreurs, les commerciaux n'étaient pas contents, il y avait des demandes. C'était vraiment compliqué de bien payer, enfin de payer correctement les commerciaux à temps. Mhm. Donc
On s'est dit, voilà un sujet qui a un problème, qui est intéressant, parce que toutes les entreprises ont des modèles très différents de rémunération variable, des modèles de données très différents. Ça ouvre aussi la porte vers tout un tas de sujets RevOps qui sont des sujets assez complexes. Donc, la solution qu'on a développée derrière, elle est assez complexe. Et ça, pour les ingénieurs qu'on était tous les trois, c'était un défi qui nous a plu. Et c'est comme ça que ensuite la passion est venue en avançant. Ouais, c'est clairement un sujet, c'est une approche très scientifique et je pense que on y Ouais. reviendra un petit peu après et on verra un peu les différents types de KPI qu'on peut voir et comment on peut approcher les choses et comment, pour un ingénieur, je pense que ces thématiques-là sont passionnantes. Donc, du coup, tu étais plutôt intéressé par le problème et du coup, te rendre compte qu'il y avait une approche très zingée dans l'approche pour y répondre. Mm. Et c'est ça qui vous a un petit peu motivé à l'époque. Et comment tu allé, du coup, et un peu évangéliser un marché au début quand tu dois vendre? Je me souviens, d'ailleurs, moi, à l'époque, je travaillais chez La Fourchette et tu nous avais contacté au tout début de Cobra, je m'en souviens très bien, sur ce marché-là. Comment tu fais pour évangéliser, en fait, ces personnes qui, du coup, certaines vivent ce problème-là, d'autres un peu moins. Comment tu fais pour lancer un logiciel comme ça? Ouais, disons que ça a vraiment été une technique essentielle, c'est de prendre le téléphone et d'appeler. Donc j'avais jamais fait de cold call avant, mais je croyais fermement que la meilleure manière de se lancer, c'était d'appeler. Donc à l'époque, je faisais du cold call, mais sans rien du tout en tout, la part Salesforce. C'est-à-dire que je me mettais des tâches et c'était vraiment des checkbox que je cochais. J'avais mes listes sur des fichiers Excel et puis si ça répondait pas, je décalais la tâche au lendemain. Et je reste convaincu que c'est le meilleur moyen de se lancer pour une raison principale, c'est que même quand les gens sont pas intéressés, il y a une conversation qui peut se faire pas sur tous les calls. Des fois, on se prend des vraies bâches et on grandit avec ça. On a des conversations qui sont autant de data points qui permettent d'itérer tous les jours et de se rendre compte comment est-ce qu'on peut pitcher le truc un peu mieux. Aussi, qu'est-ce qui est important, donc d'orienter quelques choix produits, de comprendre mieux quel est le type de cible, quel est le type de boîte, quel est le type de persona dans ces boîtes-là qui sont intéressés. Donc ça, combiné à demander des intros, c'est-à-dire que chaque personne, que VP Sales ou VP Finance ou RevOps, qu'on rencontre, utiliser ces connexions qu'on fait pour rencontrer plus de monde. Donc, se confronter au marché le plus tôt possible, Ouais, parler aux gens, expliquer essayer de comprendre le problème qu'ils vivent au quotidien et la solution que tu y apportes, quoi. Nous, on a fait pareil avec Okobo. On a fait beaucoup de call au début et c'est sûr que je ne peux que conseiller, comme toi, le fait de prendre son téléphone et d'appeler des dirigeants pour leur pitcher des choses parce qu'on apprend énormément de choses sur notre propre business. et ce qui est marrant, pour rebondir là-dessus quand même sur le cold call, c'est que bon là, Cobra, ça fait 5 ans et je vois que l'inbound commence vraiment à décoller chez nous. Et c'est vrai que ça rend tellement les choses faciles que je me suis questionné en fait. Je me suis dit, a posteriori, en fait, est-ce que il y avait une manière de commencer différemment et d'être plutôt focus inbound que outbound? Et je pense que c'est tellement long, et c'est normal de lancer une machine inbound, qu'au début, t'as pas le temps. Et donc, tu es obligé d'avoir une culture outbound forte. Ouais. Une marque, ça se crée dans le temps long aussi. Et donc, créer la valeur ajoutée, Exactement. etc. Et d'aller prouver ta valeur. En fait, la meilleure façon de le faire, c'est d'en parler et que le fondateur en parle parce que c'est lui qui sait mieux que personne défendre les sujets qui l'animent, quoi. Et pareil, du coup, côté, on y reviendra parce que ça fera partie de ma prochaine question, mais c'est côté investisseur. Vous avez levé des fonds quand même assez rapidement. Vous avez relevé des fonds il y a quelques années. Comment tu pitches des investisseurs une approche un peu niche d'un SaaS comme ça? Alors ça, franchement, ça a été un truc qui a été dur. Même si nos roadshows, que ce soit le seed ou la série A, se sont faits rapidement. Le seed, ça a été un mois, la série A, ça a été 6 semaines. Donc c'est rapide, mais le nombre de fonds qui pensent que la REM variable, c'est un truc pas compliqué, et donc qui se disent, est-ce que ça a vraiment de la valeur de développer un logiciel de rémunération? En plus, il y a une SaaS fatigue tout le monde lançait des SaaS il y a 5 ans. Donc on nous disait, bah, vous n'êtes pas mission critical.
voilà, toutes les excuses en franglais possibles des fonds, ce que je peux comprendre. Hein, c'est pas un CRM, mais après le marché du CRM, c'est très difficile de se lancer dessus parce que il est déjà avec des myriades d'acteurs. Au fond, j'ai accepté, en tout cas dans ces moments de levée de fonds, que ça allait être un peu comme en vente, c'est-à-dire que sur 10 fonds rencontrés, il y en a probablement que un avec qui la discussion va aller vraiment loin, parce qu'ils ont tous leurs contraintes. Parfois, le fonds, il est ils sont sur la fin du déploiement, donc ils ont que peu de tickets à faire et ils doivent diversifier. Donc, il y a des contraintes qu'on maîtrise pas du tout et qui peuvent faire aboutir à des refus. Mais au fond, quasiment toutes les boîtes SaaS à succès ont commencé en étant sur un sujet très niche, avec un seul segment, un seul type de persona. C'est ce que Y Combinator recommande, c'est de dire faites un truc et faites-le très bien, plutôt que de faire plein de choses seulement bien, voire évidemment moyen. Donc, on a commencé là-dessus, on s'est retroussé les manches, et puis il y a eu quelques believers, donc on peut les citer. Un Briga qui a cru en nous pour le seed, et Singular à la Serie A, et très content de bosser avec eux maintenant. Ouais, c'est ça. On y reviendra peut-être un petit peu après, rapidement, sur niche versus est-ce qu'il faut lancer un peu plusieurs verticales par rapport à où vous en êtes aujourd'hui. Mais du coup, sur cette levée de fonds, donc tu as dit, donc seed Serie A, vous avez levé quand même quelques millions il y a quelques années. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur du coup les choix d'organisation du début, que ce soit un peu avant la levée de fonds, un peu après la levée de fonds. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Et un peu avoir ta vision à toi de comment tu as structuré tes équipes revenus pour, tu vois, accompagner cette croissance qui vous a suivi ces 5 dernières années. Sachant que pour rebondir sur le levée de fonds, quelque chose qui nous a quand même beaucoup aidé, c'est que le marché du RevOps était en explosion complète à ce moment-là. Mm. La communauté RevOps a énormément grandi ces 5 dernières années. Et donc, Mm. ça devenait visible qu'il y avait des opportunités euh, sur plein d'endroits de la stack RevOps, dont la rémunération variable. Et pour revenir donc sur ta question, à savoir les choix d'organisation go-to-market, dès le début, j'étais assez convaincu qu'il y aurait 3 phases importantes qui sont faire 100 000 euros d'ARR tout seul, enfin, c'est-à-dire que moi, il fallait que je sois capable de vendre 100 000 euros. Sinon, quelle légitimité je pourrais avoir à exiger d'un sales de vendre si j'ai pas réussi moi-même à vendre? Ça, Mm. c'est la phase 1. Phase 2, recruter un, puis deux, puis trois commerciaux et avoir 3 commerciaux performants en les manageant moi-même. À, à nouveau, en anticipant la phase 3, de se dire si j'ai pas réussi à rendre 3 commerciaux performants, comment est-ce que je pourrais demander à un head of sales ou une head of sales de faire tourner une équipe sales et ensuite de recruter quelqu'un dont c'est le métier pour prendre la direction de l'équipe commerciale. Et ça, c'est vraiment une méthode que je recommande à tout le monde. La preuve par l'exemple. Donc c'est comme ça qu'on a fonctionné. Et le recrutement de notre premier RevOps, Thomas, est arrivé au moment où on recrutait quelqu'un pour diriger l'équipe commerciale Mm. et la faire passer à l'échelle supérieure. Et du coup, dans les structures, donc, tu as tes 3 AE au début, entre guillemets, ils font quoi? Ils sont full Full stack du cycle. coup aussi, full cycle, ils font la prospection eux-mêmes, ils qualifient leurs demandes, ils font leurs opportunités. Ils sont même du coup en gestion des clients actuels pour faire un peu, gérer aussi un peu l'upsell, quoi. Alors ça, pour le coup, non. J'avais toujours découpé, c'est-à-dire que dès qu'il y a un client qui a signé, je trouve que c'est tellement dur de faire du new business qu'on a vraiment une segmentation avec le handover AE, CSM, et l'upsell n'est pas géré, sauf cas particulier, l'upsell Mm. n'est pas géré par les AE. Il y avait un podcast de Jonathan Angeloff, le fondateur d'Arcall, que j'avais écouté aussi il y a 5 ans, qui m'avait assez marqué. Il disait que le métier de sales, il y a donc sales new business, il y a 3 métiers. Il y a trouver quels sont les bons comptes, prospecter ses comptes, et ensuite gérer le cycle de vente de ces comptes. Mm. Et que c'est très difficile de très bien faire les 3. Donc assez vite, c'était notre troisième recrutement. On a recruté quelqu'un, Simon,
qui est donc là depuis 3 ans maintenant, qui est Head of Marketing, dont sa première responsabilité, c'était le département Growth, pour que les sales n'aient pas besoin de réfléchir à qui ils doivent appeler. Donc pour faire la liste des territoires, pour mettre en place le outreach, pour pouvoir ensuite faire les séquences. Donc ça, on l'a fait assez tôt. Par contre, les AE sont restés full cycle, donc prospection, gestion du cycle de vente. On est passé un moment avec des SDR, on en est revenu. euh, Parce que le full cycle, je trouve, a beaucoup de vertus. Ouais, pour aussi, effectivement, c'est les AE à pas oublier, comme on le disait au début, de décrocher son téléphone et d'aller aussi appeler de manière un peu proactive les gens. Je pense que ça reste effectivement des skills importantes quand tu es commercial, qu'on a un peu tendance à oublier. Mais du coup, effectivement, quand tu as commencé à grossir et que ton équipe a commencé à s'organiser, comment tu as un petit peu organisé donc, cette séparation entre prospection et client? Vous êtes combien de personnes aujourd'hui, par exemple? Là, aujourd'hui, donc dans la boîte, au total, on est 40. On a 7 AE full cycle qu'on a répartis entre mid-market et SMB. Donc 4 mid-market, 3 SMB. Les 3 SMB couvrent toute l'Europe, donc France et Europe. Ok, Et ce que nous, on appelle SMB, c'est des boîtes qui vont avoir de 20 à 70 sales. ok, Donc en headcount, c'est des boîtes de 100 personnes minimum à 300, on peut dire. ok, Ensuite, le mid-market, c'est 300 et plus. Et sur ce mid-market, on a splitté en deux. Donc, il y a un tandem qui couvre UK et US depuis Paris, et un tandem qui couvre France et reste de l'Europe. ok. Ça, c'est pour l'équipe AE. Côté CS, on a, c'est là où je suis jamais bon à retenir les comptes, mais on a 3 CS, 2 personnes en onboarding, qu'on a séparé. En fait, implémenter le produit Cobra, c'est quand même assez compliqué euh, parce que le paramétrage, on doit tenir compte des spécificités du client, de sa data. C'est vraiment un accompagnement au déploiement qui nécessite pas mal de logique. Donc on a séparé CS et onboarding parce que les rythmes étaient vraiment très différents. C'était très dur de faire et bien du CS et bien de l'onboarding. Mm. J'oubliais, on a une personne en pre-sales. Pareil, parce que la construction de démo pour les AE, quand notre prospect demande une démo personnalisée, nécessite beaucoup de temps, en tout cas trop pour qu'il puisse vraiment bien faire tout le reste du job. Donc on a un pre-sales. Et après, côté marketing, quelqu'un en RevOps, grosse, product marketing, content manager, puis ensuite les managers de chacune de ces équipes, quoi. Donc head of sales, head of marketing et head of CS. Et à quel moment, du coup, tu suggères quand même pas mal, et comment tu l'as dit, je pense que c'était un peu après la levée de fonds Serie A, mais d'investir un peu en RevOps pour structurer ça. Parce que là, du coup, tu as quand même un métier où je pense que vous avez quand même bien compris Ouais. l'intérêt de ces métiers. Ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus. On dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés, et nous on voulait Ouais. surtout pas être dans ce cas-là. Donc je pense qu'on a recruté quelqu'un en RevOps plutôt tôt par rapport à la moyenne. Euh, mais étant donné qu'on vend au RevOps, ça aurait été quelque part indéfendable, si je puis dire, de ne pas en avoir nous en interne. Mm. Et en plus, on a recruté Thomas qui était un utilisateur de Cobra chez Penny Lane. Donc c'était vraiment parfait comme combo, si je puis dire. Mais au fond, je pense que si on n'avait pas fait le recrutement de Thomas, on aurait une machine avec des grains de sable un peu partout. Parce que typiquement le sujet des territoires, du tooling, enfin il y a tellement de choses qui sont des... Quand c'est mal fait ou quand c'est pas fait, sont autant de pertes de productivité pour les AE, pour les CS, que là aujourd'hui je sais pas comment on ferait sans RevOps. Et vous avez prévu un petit peu de faire grossir l'équipe RevOps, pas particulièrement. Pour l'instant, ça reste. Pour l'instant, pas forcément, mais au fur et à mesure que on va avoir toujours le revenu qui grandit,
On va faire pousser un peu tous les départements, dont Reos. Bah, en tout cas, nous, de ce qu'on observe, pour partager aussi un peu une bonne pratique sur le ratio, c'est une question qu'on me pose souvent, qui est le ratio RevOps versus commerciaux, quoi. Nous, on observe souvent un ratio de 1 pour 10, tu vois, 10% des équipes revenus au sens large du terme, hein, marketing, Ouais. sales, clients. Et on pense que c'est des bons ratios quand on a envie vraiment de structurer et d'optimiser la productivité. C'est un ratio qu'on voit pas mal, quoi. Oui, je suis aligné avec tes ratios. On a parlé à un moment donné des verticales aussi que vous aviez sur le go-to-market. Donc, il y a un peu la tech, il y a la non-tech, il y a aussi l'international, je pense qu'on pourra aborder. Est-ce que vous avez un peu des niveaux de maturité différents et notamment sur leur maturité eux-mêmes, leur approche des RevOps, tu vois? Tu parlais de l'explosion des RevOps, c'est vrai dans la tech, pas mal, moins dans la non-tech. Comment vous avez abordé d'un point de vue go-to-market, justement, le fait d'attaquer ces verticales un peu différentes qui ont ces niveaux de maturité différents? Ouais, sachant que là-dessus, je pense qu'on a eu vraiment une approche de se planter et de corriger le tir plusieurs fois. Le segment niche initial, c'était des boîtes tech françaises avec 20 commerciaux ou plus. Donc on avait une liste de 200 à 300 comptes max qui étaient vraiment les comptes top target. Et donc nos premiers clients, c'est Agicap, Partout, Didomi, Spendesk, Payfit, Doctolib. Pur ICP initial pour nous parce qu'ils ont des RevOps, pour tout un tas de raisons. Et une fois qu'on commence à épuiser un petit peu ce segment, ou en tout cas que tout le monde dans ce segment nous connaît et ceux qui ne sont pas clients dans cette liste ont des bonnes raisons de ne pas de l'être, parce qu'on ne peut jamais pénétrer à 100% un segment, c'est dur, ça prend du temps. C'est poser la question de qu'est-ce qu'on fait. Sachant que on avait eu via un petit peu d'inbound des comptes hors tech ou même via de la demande aussi, des comptes hors tech qu'on avait signés, qui étaient minoritaires, mais qui étaient là. Donc, par exemple, on a signé Henry Schein, qui est en tout cas la filiale française d'Henry Schein, qui a 150, 200 commerciaux et qui est un grossiste en matériel médical. On a signé Figaro Classifieds, qui est la régie publicitaire du média Le Figaro, etc. Des verticales qui avaient du sens parce qu'on avait regardé nos concurrents américains, où est-ce qu'ils étaient performants en dehors de la tech, dans l'automobile, dans le healthcare, dans la pharma. C'est des industries qui ont pas mal de commerciaux, qui aussi souvent sont des industries, alors pas l'automobile, mais si on prend la healthcare par exemple, c'est à forte marge, la pharma. Donc ont des modèles économiques qui sont consommateurs de commerciaux, ils ont des forces commerciales importantes. Donc forcément, ça fait sens parce qu'on vend un logiciel pour les prix des commerciaux. Et là, ce qu'on s'est dit, c'est génial, on a quelques références dans toutes ces industries, on va taper toutes ces industries, tout leur look-alike. Et c'est là où franchement, ça a été difficile parce que c'est non plus un segment qu'on s'est mis à attaquer, mais une dizaine d'industries. Avec Henry Schein, qui certes va parler à une autre boîte de matériel médical, mais qui va pas du tout parler à une boîte dans l'auto ou dans la publicité. Et c'est là où on a commencé à se disperser, avec aussi un phénomène qui rendait les choses compliquées. Il y a un bouquin que j'adore qui s'appelle Crossing the Chasm, un bouquin de marketing qui est écrit il y a longtemps, je sais plus, il y a 40 ans, quelque chose comme ça, mais, voire même 50 ans, mais qui est toujours plus d'actualité que jamais, et qui dit que il y a une courbe d'adoption des technologies avec au début des early adopters et ensuite un marché plus gros, donc ce qu'il appelle dans le bouquin les pragmatistes. Et entre les deux, c'est là où il y a le cimetière de beaucoup de startups. C'est ce qu'il appelle le chasme, qui est difficile à traverser. Pourquoi? Parce que les pragmatistes sont beaucoup plus risque averses et ne vont pas acheter tant qu'ils n'ont pas la conviction que ils vont pas être les premiers. Et tant qu'on n'est pas clairement leader du marché sur leur segment à eux. Et ce qu'il explique dans ce livre, c'est que la meilleure manière de traverser le chasme, c'est de mettre tous ses œufs dans le même panier. Et de faire une solution qui convient parfaitement à un type de segment très spécifique. Versus répartir ses efforts et avoir une solution moyenne, ou en tout cas pas suffisamment parfaite pour plusieurs segments.
Nous, c'est un petit peu ce qui nous est arrivé et on s'est rendu compte que c'était difficile de signer d'autres boîtes français dans les secteurs non-tech, un petit peu plus traditionnels, qui sont beaucoup moins early adopteurs. Ils disaient, mais en fait, c'est qui eux Cobra, ils sont petits, je vais pas prendre le risque. Et c'est là où on a commencé à changer de stratégie et de se dire, bah, en fait, c'est beaucoup plus simple de signer le Payfit allemand ou le Spendesk anglais que une autre boîte française dans Non-tech. la pharma, dans des industries non-tech. Les US ont commencé à arriver avec l'inbound qui commence à exploser depuis début 2025. Et donc maintenant, on assume. Au début, aussi, les fonds nous disaient, mais vous vendez que la tech, c'est la tech pour la tech. Quand la tech va battre de l'aile, tout le monde, tout va se casser la gueule. Bah, déjà, non, c'est pas ce qui nous est arrivé parce qu'il y a beaucoup de boîtes tech qui étaient en difficulté, mais qui n'ont pas résilié de Cobra. Les chiffres de rétention sont très bons. Et en fait, justement, c'est le truc qu'il faut faire. Et on en a parlé avec nos investisseurs. C'est il faut choisir un segment, un type de boîte et être super bon là-dedans parce que sinon on s'éparpille d'un point de vue produit, d'un point de vue go-to-market. Et comme par magie, la croissance ralentit dans ces cas-là. Voilà, donc c'était une longue réponse à ta question Non, sur c'est la super intéressant segmentation. parce qu'on vit un peu la même chose. Enfin, on se pose aussi un peu la même chose, nous, notamment chez Okobo, parce enfin, tu vois, on a ce niveau de maturité aussi un peu différent entre les boîtes de la tech qui sont très à l'aise sur la méthode RevOps. Et c'est pour ça qu'elles sont aussi plutôt des bonnes cibles pour Cobra, parce que comme tu l'as dit, quand on est mature sur le RevOps, on a compris l'intérêt de gérer ses plans de REM variable de manière très structurée dans un outil qui va bien. Et on s'attaque aussi à des marchés plus tradis. Et c'est vrai que quand on essaie de les attaquer par aussi le prisme de la REM variable, parce qu'on fait des missions de déploiement Cobra, on fait des missions d'optimisation de ces sujets-là, on sent que le niveau de maturité, à leur vendre la valeur qu'on va avoir, c'est plus difficile. Quand elles l'ont compris, par contre, elles sont complètement onboardées et ça marche très très bien. Mais le ticket d'entrée pour aller leur vendre est quand même plus compliqué. Donc, je comprends Ouais. aussi quand tu vends du SaaS, le besoin de concentrer tes efforts sur une cible qui marche bien. Et au fond, c'est pas une fatalité de choisir une niche. Non. C'est une stratégie. De se dire, en fait, pour les X prochains mois ou même années, c'est là que je vais mettre mes efforts parce que c'est comme ça que j'ai plus de chances de grandir. Et en grandissant, ensuite, va se poser la question de quelle est la prochaine adjacence en termes de segment, et qui sera beaucoup plus facile à faire à ce moment-là, donc un petit peu plus tard, que maintenant. Et enfin, j'en profite pour poser une question que j'avais aussi, mais j'y passe directement. Quand tu vois un Salesforce qui rachète un Spiff, tu vois, est-ce que du coup tu dis que le marché aussi est en train de s'évangéliser sur ce sujet-là et les gros acteurs y allant de manière plus claire, est-ce que ça va t'aider toi à aller attaquer un marché un peu adjacent justement? Ouais. Le rachat de Spiff, qui est un de nos concurrents américains, par Salesforce, donc rachat qui s'est quand même fait sur une valo à 420 millions de dollars pour 26 millions d'ARR. En fait, c'est une super nouvelle parce que ça veut dire qu'on a tous les commerciaux de Salesforce, enfin tous, non, mais pour faire simple, on va dire, il y a tous les commerciaux de Salesforce qui parlent d'automatisation de la rémunération variable à leurs clients, qui sont nos prospects. Je pense que tous ceux qui nous écoutent euh, ont déjà au moins lâché quelques jurons devant Salesforce, parce que Salesforce nous rend tous un peu fous. On en a tous besoin, mais Salesforce nous rend tous un peu fous. Ils sont pas bons sur toutes les lignes de produits. Donc, à nous d'arriver avec une proposition un peu différenciante, mais l'évangélisation de marché, elle est géniale. Et ensuite, nous, on se crée notre chemin dans, derrière la vague, quoi. Sachant que ces stratégies d'horizontalisation versus d'aller deep dans une verticale, à nouveau, c'est vraiment une question de taille de boîte. Bon, Salesforce, ils sont tellement gros que ils entrent dans des contrées que personne n'est jamais allé, parce que c'est la boîte de SaaS la plus grosse au monde. Mais c'est vrai que souvent, ce qu'on dit, par exemple, quand une boîte passe de 10 à 100 millions, c'est que cette croissance, elle s'est faite avec l'ajout de nouvelles lignes de produits qui vont générer l'upsell sur des clients existants. Alors que le 0 à 10 millions, il se fait beaucoup avec un produit et une acquisition largement majoritaire. Donc l'horizontalisation devient nécessaire dans le passage, c'est évidemment des raccourcis, mais de 10 à 100. Et il faut bien savoir à quel stade de développement de la boîte est-ce qu'on est, et est-ce que on est dans un play
de verticalisation ou d'horizontalisation, sachant que à nouveau, c'est pas une fatalité de choisir une stratégie, c'est juste de se dire, c'est ça la carte qu'il faut jouer maintenant. Ouais, donc ça, donc tu es déjà en train de penser enfin là, vous êtes focus sur ce que vous faites, la variable et votre marché, et vous continuez à aller évangéliser et vendre cette partie-là, mais tu as déjà en tête potentiellement dans un temps de futur quelques idées de verticalisation, enfin, d'horizontalisation, pardon. D'horizontalisation, ouais. Ouais. Ouais, bah par exemple, tout ce qui est le sales planning, le territory management, le target setting, c'est des adjacences produits vraiment très naturels pour un Clairement. produit comme le nôtre. Ouais, clairement. Non, je pense qu'effectivement, tu as tout intérêt à aller gérer un peu cette partie-là. Et en tant que RevOps, on voit l'intérêt aussi de, encore une fois, pouvoir mettre dans le même outil là-dessus. Et tu as parlé aussi rapidement de la partie internationale, qui était du coup votre stratégie une fois que vous avez acté, rester sur le même marché. Tu as des bonnes pratiques sur comment partir à l'international? J'avais fait un épisode avec Bertrand, le fondateur de La Fourchette, qui nous donnait un peu son playbook là-dessus, qui est super intéressant. Ça m'intéresse d'avoir un peu des choses qui ont plutôt bien marché chez vous, des choses qui ont peut-être moins marché là-dessus. Sachant que sur le sujet de l'international, on fait un peu plus d'un tiers, 40% de notre revenu à l'international, donc c'est significatif, en tout cas pour une boîte de notre taille. Mais on reste quand même au début de notre aventure internationale, donc j'aurais pas la prétention de vraiment connaître le playbook. Par contre, c'est vrai que je peux partager un peu ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché pour nous. Ce qui a pas super bien marché, c'était l'ouverture d'un bureau à Londres, qu'on a fini par fermer parce qu'en fait, ça apportait plus de complexité que de solutions. Et ce qui a bien marché, par contre, c'est de recruter à Paris des commerciaux qui sont native English speakers et qui sont focus uniquement sur des comptes internationaux et qui touchent pas du tout le marché français, zéro. Euh, Il y a tellement un aspect culturel qui est important quand on est moins de 50, moins de 60, que avoir tout le monde au même endroit, ça rend les choses tellement plus simples. Donc j'aurais tendance à dire recruter des commerciaux à Paris pour adresser des marchés internationaux, c'est vraiment une des meilleures manières de voir, déjà de voir si ça va marcher au début, quoi. Et Mm. ensuite, on peut ouvrir des bureaux. Sachant que sur l'ouverture de bureaux, quand on réfléchissait à ouvrir à Londres, on nous avait dit, il y avait un peu deux écoles. Il y avait ceux qui nous disaient, bah oui, si vous voulez que ça marche en Angleterre, ouvrez un bureau à Londres. Et puis il y a ceux qui nous disaient, mais laissez tomber, Londres adresse le depuis Paris. Et puis le vrai choix, ce sera d'adresser les US, parce qu'en fait, vous faites pas chier à ouvrir à ouvrir un pays qui est de la taille de la France, et tout de suite chercher un pays qui a un marché 10 à 20 fois plus gros que le marché français. Et au fond, je pense que, en tout cas, pour une boîte comme nous qui a fait le choix délibéré d'adresser surtout des entreprises tech, c'est ça qui a le plus de sens. C'est de se dire, s'il y a un pays à ouvrir, c'est les US. Attention à faire quand on se sent prêt. Là aussi, il y a des écoles, il y a ceux qui vont dire il faut y aller dès le début, ceux qui vont dire d'y aller quand on est prêt. Nous, on a fait le choix pour l'instant d'adresser les US depuis la France. Ça commence à marcher plutôt bien. Et d'ouvrir un bureau plus tard, euh, assez logiquement, post-série B, quand on a les épaules solides et qu'on peut assumer ce choix plus facilement. C'est marrant, c'est exactement le conseil de Bertrand. Il dit le coût et l'effort pour ouvrir un pays est déjà tellement fort, autant aller directement sur un gros marché sur lequel il y a un potentiel énorme, et les US, c'est souvent partie de ce marché-là. Donc intéressant de voir que c'est un peu le chemin que vous avez emprunté. Et comment vous avez fait? Tu parlais d'avoir une grosse traction aussi un peu naturelle des US en inbound. Qu'est-ce qui a fait que ça a marché comme ça côté US? Alors ça, franchement, il y a des fois, il y a des trucs qui s'expliquent pas et que et c'est des mystères, des mystères pas complètement résolus. On a quand même quelqu'un en content manager qui est super, qui a beaucoup travaillé sur le SEO ça va bientôt faire 3 ans, euh, et ça finit par payer. C'est juste qu'au début, si c'est une exponentielle, bah, l'exponentielle, elle avance pas beaucoup au début. Et ce SEO
a vraiment commencé à décoller pour des prospects américains en toute fin d'année 2024, début 2025. Et il y a autre chose, mais qui contribue au SEO, c'est les reviews sur G2. Donc on a mis beaucoup d'énergie pour avoir des reviews. Je pense qu'on est dans les boîtes françaises qui en ont le plus. On a 700 reviews sur G2 avec 4,7 de notation. Et ça, c'est indispensable pour des acheteurs américains. Ouais, ça c'est vraiment le truc qui vérifie, qui check Ouais, avant d'engager des discussions, quoi. Donc exactement. stratégie, ouais, donc il y a quand même un peu de stratégie pensée et ça fonctionne, quoi. C'est ça. Puis après, des logos qui peuvent servir de référence. Enfin, Mm. faut toujours faire parler ses clients. C'est indispensable. Eh bah écoute, non, je crois que merci pour ces éléments d'histoire de Cobra. Moi, je te propose là qu'on passe sur le fond du sujet. Je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent seront aussi intéressés d'avoir un peu ton point de vue sur la rémunération variable en tant que telle, et des bonnes pratiques que tu peux nous communiquer. Parce que c'est clairement, on l'a compris, un sujet que vous maîtrisez sur le bout des doigts chez Cobra. Et quand on discute souvent de ces sujets-là, tu m'expliques que la REM variable, c'est pas qu'une question de montant, et je pense que c'est important que les gens le comprennent. Et c'est vraiment une approche globale. Je disais que c'était un peu une science, mais quand même, c'est vraiment quelque chose de très structuré. Est-ce que tu peux développer de ton côté la relation un peu plan de REM variable, ROI, coût d'acquisition aussi? Comment tu mets un peu tout ça en avant? C'est quoi ton approche de la REM variable au global? Sachant que, comme tu l'as dit en intro, niveau, on va dire, d'éducation sur le sujet de la rémunération variable, il est quand même assez faible. Mm. De manière générale, ce qui fait qu'il y a beaucoup de boîtes qui font un peu n'importe quoi sur le plan de variable. Moi, ce que je recommande comme, euh, comme étant une des manières, un des angles indispensables pour aborder ce sujet, c'est le ratio entre CAC, donc coût d'acquisition client, quota, et OTE, on target earning, donc le package des sales. Et souvent, on dit que l'OTE, il doit être, enfin le quota doit être à peu près 5 fois la valeur de l'OTE. Donc si j'ai un salaire à 100K en package, je vais avoir un quota à 500. C'est une règle qui marche assez souvent. Mais ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi elle marche. Et la bonne façon de répondre à cette question, donc du pourquoi, c'est combien ça me coûte d'acquérir un client et de partir d'un objectif. Donc évidemment, c'est super si le coût d'acquisition d'un client est inférieur à 12 mois. Donc si un client a un panier moyen, c'est 20 000, bah, il faut que je paye 20 000 en coût sales and marketing pour acquérir ce client. C'est difficile aujourd'hui d'être à 12 mois. Admettons que on vise un chiffre entre 12 et 18. En tout cas, l'entreprise doit se fixer un objectif et de se dire, OK, ça c'est acceptable, ça c'est pas acceptable. Et ensuite, on fait le calcul de se dire, je prends tous mes coûts sales, tous mes coûts marketing, je mets mes targets de l'autre côté. Qu'est-ce que ça va donner comme coût d'acquisition client? Est-ce que c'est dans mes targets, oui ou non? Dans cette équation, il y a le paramètre quel est le package des commerciaux. Et selon la boîte, peut-être que le package ce sera 80, peut-être c'est 90, ce sera 100. Mais en tout cas, il y a une justification forte derrière de combien est-ce que je vais payer mes sales. Et une fois qu'on a fait ça, alors on peut commencer à réfléchir à la courbe de payout, mes décélérateurs, mes accélérateurs, combien je suis payé si je fais 50% de ma target, combien je suis payé si je fais 100% de ma target. Bon, ça, a priori, c'est simple, c'est 100% de mon variable. Et combien je suis payé si je fais 150% de ma target. Et là-dessus, à nouveau, il faut refaire les calculs de se dire, si j'ai un sales qui fait 200% de sa target, combien est-ce que je peux le payer? Et en fait, la réalité, c'est que 200% de sa target, souvent, je vais pouvoir, et d'un point de vue coût d'acquisition client, sera toujours rentable, sera même plus rentable, je vais pouvoir lui donner 300% de son variable. Donc, s'il est à 50 plus 50, et qu'il fait 200% de sa target, bah, il va toucher 50 plus 150, un package à 200. Ça peut paraître énorme, le CFO il peut freiner les cas de fer en disant mais attends, on va pas payer quelqu'un comme ça, c'est pas normal. Sauf que vous faites le même calcul de coût d'acquisition client, vous avez tellement de coûts fixes, que ce soit le budget marketing, les fixes, etc., que d'avoir un type qui touche 154 variables au lieu de 50, comme il a signé beaucoup plus, le coût d'acquisition client baisse. Et je pense que quand on prend le temps de se poser là-dessus, normalement, on peut plus faire d'erreurs. On parlait d'autres choses, mais de kicker, etc., de clawback. Mais normalement, on peut plus faire d'erreurs
de grosses erreurs dans la construction de son plan de rémunération. Ouais, je pense qu'il y a. T'as dit plein de trucs super intéressants, mais quand on dit que c'est sous-estimé, en fait, les gens pensent que, tu l'as dit aussi hein, au début du podcast, pour beaucoup, c'est facile la REM variable. Mais en fait, non, on se rend compte que c'est un levier de motivation tellement fort et que le lien entre motivation, commerce et la finance, justement, pour prouver, comme tu l'as dit, que une bonne prime bien pensée, très motivante, est en fait potentiellement moins cher pour l'entreprise que le reste. Ça montre l'intérêt en fait de structurer un peu ces sujets-là et de se dire en fait attention, et c'est pas juste un pourcentage de marge à aller donner à quelqu'un. C'est un peu l'erreur qu'on voit souvent. Et ça m'intéresse aussi de comprendre toi quelles erreurs tu vois justement régulièrement dans l'entreprise que tu accompagnes, qui montrent que la simplicité parfois euh, est un écueil dans lequel il faut pas tomber. Les erreurs principales, je dirais que la première, et c'est vrai que j'aurais pu commencer par là, mais c'est en fait, d'abord, il faut bien réfléchir à c'est quoi mon orga commercial? Et ensuite, on réfléchira au complaint. Donc, est-ce que j'ai des SDR? Est-ce que j'ai des AE? Quelles sont les responsabilités des uns et des autres? À quel endroit se fait le passage si j'ai les deux? Est-ce que ce qu'on va demander à un SDR, c'est prendre un call? Il est responsable de la création de l'opportunité. Donc, d'abord, vraiment de bien découper son organisation. Ça, c'est le premier réflexe. Et la rémunération variable vient après. Sinon, ça génère des complexités et on s'y retrouve pas. Et en fait, on peut pas designer un plan de rémunération variable si on n'est pas archi clair sur qu'est-ce que je demande à telle personne dans l'organisation. Ça, c'est première erreur à éviter. Ensuite, il y a faire des plans de rémunération variable trop compliqués, avec des reprises de commission, donc des clawbacks, des kickers dans tous les sens. Je paye une partie aussi à la signature, je paye une partie quand le client a payé. Je vais faire un rattrapage annuel. C'est toujours compréhensible. Il y a toujours un rationnel derrière chacune de ces petites singularités qui vont être ajoutées au plan de rémunération réel. Parce que toutes les entreprises, on a tous les mêmes contraintes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on signe du revenu, mais il faut que soit profitable, en tout cas au seuil de profitabilité qui est estimé. On a envie que les clients y payent à l'heure et pas en retard. Mais les commerciaux ne peuvent pas être responsables de tout ça. Donc, oui, il peut y avoir des edge cases. Oui, parfois, il y a quelqu'un qui va toucher de l'argent alors que peut-être que cette personne n'aurait pas dû en gagner autant parce que elle a exploité une faille, ou à l'inverse, ça peut être dans l'autre sens. Mais il faut accepter qu'il y aura des aspérités, parce que si on introduit trop de complexité, on perd complètement le levier motivationnel. Plus personne ne comprend le complaint. C'est trop difficile à expliquer. Donc la complexité est l'ennemi. Et après, c'est normal que le plan de rémunération variable, ce soit pas juste, enfin, qu'il ait une certaine sophistication, parce que quand on vend plusieurs produits, il y a des raisons derrière. Mais faut pas tomber dans le travers. Et après, l'autre erreur à ne pas faire, moi je crois beaucoup au fait que l'immédiateté de la récompense change tout. Donc essayer de payer les commissions à la fréquence la plus élevée possible, à savoir tous les mois. Même si la target elle est trimestrielle, même si la target elle est annuelle, essayez de payer au booking plutôt qu'au paiement du client, ce qui peut ne pas être une mauvaise idée dans certains cas, hein. Il n'y a pas de règle générale qui s'appliquerait sans discernement à tout le monde. Mais l'immédiateté de la récompense, ça change tellement de choses pour les sales que ne pas la faire, je considère que c'est une erreur assez importante en fait. Ouais, bah, t'as dit plein de trucs. La lisibilité du plan, moi, je suis complètement aligné. Je pense que c'est l'écueil qu'on voit le plus, c'est des plans à 15 KPI, parce que du coup, l'entreprise veut tout contrôler dans le comportement des commerciaux et dans le comportement des clients, des prospects. Et ça, du coup, comme tu l'as dit, c'est un énorme problème de motivation. Parce que du coup, le coût de sales ne sait plus pourquoi il sera payé, ni combien, ni quand, etc. Donc ça devient ingérable. Et donc, on perd l'aspect motivation du sujet. Et sur cette notion de paiement, donc on a beaucoup le débat, moi j'entends beaucoup parler du débat, effectivement, est-ce qu'on paye quand je facturé, est-ce qu'on paye quand le deal est closé, est gagné, etc. Plutôt aligné sur le fait de la simplicité encore, parce qu'il y a le côté motivation de gagner l'argent vite, et surtout de se dire,
C'est plus simple à suivre aussi au début et à calculer. Et vous, d'ailleurs, sur le deuxième aspect dont tu parlais, de payer de manière un peu mensuelle versus payer des objectifs, donc ça, je pense, ça dépend aussi beaucoup du sales process, de la vélocité des deals, du temps du cycle de vente. Mais vous l'avez vécu, on en avait parlé ensemble, vous l'avez vécu chez Cobra. Vous avez fait ce switch à repasser un peu Ouais. en paiement mensuel. Et tu m'avais dit que ça avait quand même pas mal boosté la vélocité, tu l'as recité là. C'est peut-être intéressant que tu nous racontes aussi l'histoire chez vous. Au début, on faisait des quotas trimestriels avec paiement à la fin du trimestre. Donc c'était vraiment le parti pris qu'on a toujours eu au début. Et on a fait le changement il y a 1 an, en juillet 2024, de garder des quotas trimestriels parce que c'est la... Passer sur des quotas mensuels quand on a des cycles de vente qui sont de 3 mois, ça aurait pas été logique de passer sur des quotas mensuels. Encore qu'il y a des boîtes qui font ça pour mettre énormément de vélocité, mais nous, on n'était pas vraiment confortable avec ça. Par contre, on s'est dit, oui, on va payer les commissions tous les mois. C'est-à-dire que si je signe un deal en juillet, même si c'est le premier mois du trimestre, je calcule combien est-ce que j'aurais dû gagner sur le trimestre, et boum, ça on le paye dès juillet. Si je re-signe un deal en août, on regarde combien je suis censé être payé sur le trimestre. 6 000, ah bon, il y avait déjà 2 000 qui avaient été payés en juillet, donc là, virement de 4 000. Et c'est vrai que ça coïncide avec... après, il y a eu tout un tas de décisions qui ont été prises en même temps, mais ça coïncide avec un moment où de forte croissance pour Cobra. Et attention, je me permets aussi de préciser quelque chose, c'est que payer mensuellement ne veut pas dire changer de plan de com tous les mois, parce que c'est un peu l'écueil que je vois aussi Ouais, régulièrement, ouais. c'est quand on paye tous les mois, on se permet du coup de changer de KPI, de target, etc. Non, il faut quand même garder une certaine cohérence d'ensemble pour justement avoir la motivation. C'est plus le paiement et le suivi des quotas qui doit être plus régulier que de rentrer dans une approche de modification permanente des plans, parce que là, encore une fois, on perd énormément en lisibilité et donc en motivation. Exactement. Tu as parlé de pas mal d'autres exemples aussi de bonnes pratiques sur les plans de com. Tu parlais de clawback, donc de rétrocommission, est-ce qu'il y a des boosters multi-year, comment on fait pour le pricing à usage. Tu as peut-être des bonnes pratiques à nous partager de boîtes. On citera pas les noms, hein, mais de choses que tu as vues, en tout cas à pousser pour que les gens nous écoutent puissent réfléchir à comment optimiser leur plan de com. Yes. Je peux commencer par un exemple qui est le nôtre et qui a vraiment été conçu en regardant tous les complaints de tous nos clients et prospects qu'on a vu passer. Pour un AE, si je fais... En fait, on a une courbe de décélération-accélération. Je suis à zéro, bon, zéro, je signe zéro, j'ai pas de commission. Si je fais 40% de mon objectif, je touche 20% de mon variable. Donc c'est quand même assez fort en termes de décélération. À 100%, je touche 100%. Et à 150%, je touche 200%. Et uncapped, donc ça continue. Ça, franchement, c'est une courbe de commission qui est très simple à comprendre parce qu'il y a 3 paliers. Il y a le palier entre 0 et 40, le palier entre 40 et 100, et le tiers, enfin le palier au-dessus de 100. Bon, c'est pas une courbe par escalier, enfin c'est pas une par escalier, hein, il n'y a pas de discontinuité. Chaque euro que je signe, il va y avoir une commission derrière. Et ça permet de pénaliser les low performers et de récompenser les top performers. C'est vraiment un truc que je recommande. Ensuite, d'autres sophistications des compliance. Il y a un bon exemple, alors je vais me permettre de citer Aircall parce que ils avaient fait un webinar à ce sujet, et puis c'est quelque chose qui est public, qu'on peut retrouver assez facilement sur Internet. Ils ont publié leur matrice de booster sur les deals pluriannuels. C'est-à-dire que si je signe un deal annuel avec paiement upfront, ça c'est le deal par défaut. Mais si je signe un deal sur 2 ans avec paiement annuel, là, mon deal, il va compter 1,1 fois sa valeur. Pas par rapport au côté attainment, mais par rapport à la commission versée. Exemple, si je signe un deal à 10 000, mais que c'est un deal sur 2 ans avec paiement annuel, ça va compter pour 10 000 dans mon target achievement. Par contre, la commission qui en découle, admettons que la commission de base c'était 1 000 euros, et ben, au lieu de toucher 1 000 euros, je vais toucher 1 100 euros. Donc ça, c'est le booster sur 2 ans. Sur 3 ans, le booster, il est à plus 20%, donc x 1,2. Et il y a ensuite, qu'est-ce qui se passe si le client il s'engage sur 2 ans et qu'il paye upfront les 2 ans? Ce qui, d'un point de vue cash pour la boîte, est génial. Là, leur booster, c'est 1,3. Et si je fais du 3 ans
payer upfront. Je vous l'accorde, il n'est pas facile à négocier avec le client, celui-là. Mais Mais du coup, il est bien rewardé. il est bien reward, c'est 1,5. Ok. Donc ouais, donc l'approche du multi-tier avec du booster, c'est une bonne façon effectivement de rémunérer la performance qui est bonne pour l'entreprise, sans forcément toucher, je suis d'accord, les targets, les quotas, etc. C'est une façon efficace d'aller engager et de rewarder les commerciaux là-dessus, C'est quoi. ça. Et quelque part, ça donne aussi un maximum au discount qu'on va faire pour du 2 ans. Parce que si, voilà, je reprends mon exemple de contrat à 10 000. Si le contrat à 10 000 sur une année, je le vends à moins de 9 090, si je fais 9 090 fois 1,1, ça fait 10 000. Donc le sales, il n'a pas intérêt à faire un discount Trop fort. supérieur. Et ouais, exactement. Le sales ne peut pas aller au-delà de 9% de discount. Et souvent, les sales, on leur dit, bah, il y a une grille de prix, tu peux faire maximum tant de discount sur le multi-year, mais on n'explique pas forcément toujours pourquoi. Et là, ça peut leur donner une bonne, un intérêt. Ils comprennent en disant, le 2 ans, je ne peux pas discounter plus de 9% parce que sinon, je vais toucher moins d'argent. C'est mon max. Et bah, non, c'est encore un super exemple, je trouve, de l'importance d'avoir une approche structurée et effectivement d'anticiper aussi les comportements de chacun. On parlait un peu des rétrocommissions aussi, tu parlais des clawbacks justement. Comment Ouais. t'as les bonnes pratiques là-dessus? Donc les clawbacks, c'est vraiment un truc un peu atroce. On a payé une commission au sales et puis on va lui reprendre. Enfin, d'un point de vue motivationnel, c'est violent. La règle de base, c'est éviter les clawbacks. Maintenant, il y a quand même une raison derrière le fait de faire des clawbacks. Et puis il y a des histoires qui sont, euh, qui sont intéressantes. Typiquement, HubSpot, à un moment de leur croissance, qu'on le croit ou non, ils avaient énormément de churn. Et ils ont essayé plein de choses pour réduire le churn. Et il y a un truc qui a vraiment très bien marché, c'est ce qu'il raconte dans son bouquin, le Sales Acquisition Formula. Il dit un client qui résilie dans les... À l'époque, c'était abonnement mensuel, qui résilie dans les 4 premiers mois, on fait un clawback au sales. Et ça a réduit énormément le churn. Donc, il y a des belles histoires comme celle-là derrière les clawbacks. Moi, j'ai un peu une manière à nouveau assez cartésienne de réfléchir à ça. C'est quelle est la part de deals signés qui ne deviennent pas du vrai revenu? Parce que, en fait, soit c'est un deal de mauvaise qualité, soit il y a un truc qui a merdé après au moment du début de l'onboarding, qui parfois peut être de la faute du client aussi. Si il y a moins de 8% des deals, donc 1 sur 12, donc s'il y a moins de 8% des deals qui ne se convertissent pas de signature à vrai revenu, alors évitez les clawbacks et faites simplement un ajustement du taux de commission. Donc si le taux de commission de base, il est à 10%, ben on le passe à 9%. Et la boîte s'y retrouvera. Ok, il y aura des sales qui vont toucher de l'argent sur un deal qui ne s'est pas converti en revenu, mais c'est plus simple. C'est plus simple. Donc la boîte s'y retrouve parce qu'il n'y a pas d'overpayment au global. S'il y a plus de 8% de deals qui ne se convertissent pas en revenu réel, là ça commence peut-être à... Bon, déjà, un, c'est qu'il y a un problème plus systémique à régler. Et deux, oui, certainement que les clawbacks vont devenir un peu plus de rigueur. Donc ça, c'est une manière de voir le truc. L'autre réflexion, c'est qu'est-ce qui se passe quand il y a un méga deal? Et je pense que c'est vraiment surtout là où il faut faire attention. Un sales a un quota de 500 000, admettons, qui normalement doit se découper en 25 deals à 20K, parce que c'est ça le panier moyen. Qu'est-ce qui se passe si ce sales a tout d'un coup un deal à 300 000 dans son pipe qui close? Souvent, ce deal à 300 000, il va être avec une grosse boîte qui va imposer, pas d'ailleurs, hein, mais qui peut imposer un calendrier de facturation en fonction du déploiement, ce que les grands groupes français adorent, ce qui met une pression terrible sur les éditeurs comme nous. Bon, il y a des bonnes raisons derrière ça, mais admettons. Là, ça peut devenir chaud de payer au sel sa méga commission parce qu'il a explosé sa target. Ça peut être chaud de la payer tout de suite, sachant que sur les 300 000, il y a peut-être qu'un virement de 50 000 du client pour commencer, et le reste sera en fonction du déploiement. Donc dans ces cas-là, je recommande pas de faire un clawback, mais de faire plutôt un étalement, et donc c'est ad hoc, ça se regarde à ce moment-là, un étalement de la commission dans le temps. On finit vraiment par facturer le client. Plutôt bien perçu en général aussi par les équipes. Et compris, c'est facile à expliquer en fait.
Ouais, ça a du sens, qu'il y a bien. Mais c'est intéressant parce encore une fois, je pense qu'il y a plein de choses qu'on dit qui montrent que le contrôle que l'on veut avoir sur le comportement, sur la motivation et sur aussi le fait de vendre les bons produits passe pas tant par tu vois, le fait de verrouiller les choses ou mettre plein de KPI, etc., mais plus par la capacité à avoir de la visibilité et les routines aussi, je pense, de Mhm. suivi de CRM variables qui permettent d'ajuster dans le temps les choses et tout en gardant la motivation. Je pense que la visibilité, la structuration et l'animation de ces plans de com variables, tu vois, il y a ce cas du gros deal qui arrive. Moi, ok, on se pose la question, on se pose, on discute, on échange, on a la visibilité et on prend la décision à ce moment-là pour l'animer. Je pense que c'est ce Mhm. qui permet justement d'avoir un peu le meilleur des deux mondes, le contrôle et du coup la liberté, la motivation et la lisibilité, quoi. Yes. Parce que si on empile toutes les règles, en fait, les sales, ils ont l'impression que c'est nouvelle règle, nouvelle règle, nouvelle règle, nouvelle Mm. règle. Et tes sales, tu pètes un plomb. Ouais. Non, clairement. Il y a un autre sujet que je trouve important et qui revient régulièrement dans les questions, et ça m'intéresse à ton avis, c'est sur le comment on rémunère aussi en ramp-up et que les sales qui arrivent et qui ont 3 à 6 mois de montée en compétences, qui n'ont pas encore de pipe, qui forcément, du coup, on ne peut pas leur demander les mêmes targets que les autres. Il ne faut pas que ce soit trop faible parce que sinon, ils explosent très vite leur quota. Est-ce que tu as des bonnes pratiques sur un moment particulier de la vie d'un sales? Sachant que c'est assez facile le ramp-up, en tout cas, enfin, je crée un plan de rémunération variable ramp-up pour des boîtes qui sont sur des cycles de vente assez courts, avec des quotas mensuels. Parce qu'en fait, on peut considérer qu'au bout de 3 mois, ça y est, il faut faire sa target. Donc le premier mois, on va faire par exemple variable garantie. Le deuxième fois, il y a une target réduite de moitié. Le troisième mois, la target est à 75%. Et puis le quatrième, boum, c'est parti. Dans ces cas-là, c'est plus simple. Là où ça commence vraiment à devenir compliqué, c'est quand il y a des cycles de vente qui commencent à être un peu longs. Et quand on ne s'attend pas à ce qu'un sales ne close de revenus, ou en tout cas peu, dans les 3, voire 6, ou même pire, premiers mois. Là-dessus, il y a plusieurs approches qui peuvent exister ou coexister même. Évidemment, la dominante, c'est on va prendre par exemple quelqu'un qui a une target trimestrielle sur des cycles de vente de 3 à 6 mois. Le premier quarter, une target vraiment faible. Probablement que même une demi-target, c'est trop. Le deuxième quarter, une target peut-être un petit peu plus que peut-être une demi-target. Et le troisième quarter, c'est une target full. Ce qui est déjà quand même relativement rapide. Donc comment est-ce qu'on fait pendant le premier quarter et le deuxième, sachant que potentiellement c'est des gens qui sont sur des packages assez élevés. Pour faire simple, on va dire 50 plus 50. 12 000 balles de commission par quarter, c'est pas neutre comme chiffre. Et c'est là où il y a plusieurs approches. Il y en a une qui peut être de dire, sur ton premier quarter, tu vas aussi avoir une prime de, je sais pas, 200 balles pour chaque opportunité créée. À nouveau, il faut y avoir un rationnel derrière le 200, combien d'opportunités on s'attend à ce que tu crées, etc. Mais ça, c'est pas mal parce que ça permet de récompenser ce qu'on attend, en fait, le résultat. En fait, on attend au début qu'il crée du pipe parce qu'il pas qu'il fasse du revenu. Donc ça, c'est bien. Évidemment, ce qui est un petit peu compliqué, c'est qu'il faut être carré sur qu'est-ce que c'est une opportunité, qu'il y ait quelques garde-fous. Donc c'est quelque chose qui peut bien marcher. Aux États-Unis, cette pratique-là, elle est quand même vraiment pas dominante. Ce qu'ils vont plutôt faire, c'est des avances de com. Donc, il y a deux types d'avances de com. Il y a l'avance, ils appellent ça recoverable draw et non-recoverable draw. Le deuxième, c'est commission garantie en fait. C'est OK, je te paye tes 12 500 € de commission sur le premier quarter et on n'en parle plus. Et le recoverable draw, c'est je te paye tes 12 500, mais tu nous les dois et ils seront retirés de tes futures commissions. Ça, c'est très dur à faire sur un premier trimestre parce que si on prend mon exemple de cycle de vente un peu long, le premier trimestre, eh ben, c'est sûr qu'il n'y aura pas de revenus, quoi. Mm. Donc, une des méthodes que j'aime plutôt bien, c'est commission garantie partiellement sur le premier trimestre avec un bonus sur la création d'opportunités. Et ensuite, deuxième trimestre, une target réduite avec full variable en cas d'atteinte de la target, mais pas d'accélérateur dessus parce que sinon, d'un point de vue
coût d'acquisition, ça peut y avoir des gens qui touchent des sommes très très fortes alors qu'ils n'ont pas closé tant de revenus que ça, parce qu'ils étaient en ramp-up. Et ensuite, troisième trimestre, une vraie target. Bon, en disant tout ça, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de... que c'était parti un petit peu dans tous les sens. Mais voilà, dans tout ce que j'ai pu dire, je pense que chacun pourra y trouver quelques points sur lesquels se raccrocher. Ouais, je pense qu'il y a des éléments de bonne pratique à avoir qu'il faut toujours adapter à son contexte, ça c'est clé. Mais je pense que l'enjeu sur du ramp-up, c'est aussi de se dire attention à pas, comme tu l'as dit, surpayer, se retrouver à surpayer des gens parce que les quotas sont plus faibles, quoi. Donc il y a un peu de contrôle à donner aussi autour de ça. On a beaucoup parlé du plan des commerciaux. Un des sujets aussi que je voulais qu'on adresse rapidement, je vois le temps qui file, aussi sur les populations qui gravitent autour de ça. On parlait des SDR, quand il y a des SDR qui sont là pour faire juste la prise de rendez-vous, le booking ou la qualification des opportunités pour les sales, les CS. Est-ce que tu as des bonnes pratiques aussi juste sur les différents plans de com qu'on peut avoir dans la structuration? On ne parlera pas des montants parce que ça dépend beaucoup de plein de paramètres, Ouais. mais moins sur la structuration. Sur les SDR, souvent ce qu'on voit, ça va être un split entre création d'opportunités, donc validé par les AE, et revenus réels. Split qui peut être de 50-50 pour des cycles de vente de moins d'un mois. À nouveau, pourquoi? Parce que le revenu étant immédiat presque, puisque le cycle de vente est court, le SDR, il a une immédiateté de sa récompense. Donc 50-50. Ensuite, on peut passer sur du 70-30 pour des cycles de vente de 2 à 4 mois. Et quand les cycles de vente commencent à être plus longs, au-delà de 4 mois, là, on va plutôt recommander 100% création d'opportunités et 0 sur revenu, parce que le revenu il est trop loin. Les SDR, ils n'ont pas la main dessus. Donc ça, c'est pour les SDR. Et pour les CS et les account managers, c'est évidemment très variable parce que toutes les boîtes vont avoir des scopes de responsabilité un peu différents pour les CS et les account managers. Ça peut vraiment être très, très différent. Néanmoins, un type de plan qu'on voit souvent et qu'on aime bien chez Cobra, c'est quelque part entre 50 et 70% sur la rétention, donc sur le GRR, et 30% sur un quota d'upsell. Donc la partie du variable sur l'upsell, ça va suivre une courbe de décélération, accélération assez classique. Et ensuite, la partie sur le GRR, c'est imaginons que la target de GR, ce soit, je dis une bêtise, 90%. Si on fait 90% de la target, enfin, si on fait 90% de rétention, donc sur le GRR, 100% du variable est payé. Si on fait 80%, 0% du variable est payé parce que c'est trop loin de l'objectif, c'est pas acceptable. Et si on fait 100%, il y a peut-être 300% du variable qui va être payé. Oui, tu retrouves une logique d'accélération et de décélération forte aussi à ce niveau-là, quoi. Exactement. Non, mais clairement, et avec toujours l'enjeu, moi je pense sur ces équipes-là, comme tu l'as dit, de bien aussi avoir des targets de l'équipe d'après. On pense au SDR, je suis d'accord pour avoir effectivement le nombre d'opportunités qualifiées, très important parce que c'est ce qu'on leur demande, mais aussi le revenu généré pour s'assurer effectivement qu'ils génèrent des opportunités qui ont du sens pour l'entreprise et pour pas juste rémunérer. Et en fait, du coup, ça permet aussi un peu de désiloter ces équipes qui ont tendance des fois un peu à travailler en chambre et en vase clos dès qu'elles ont leurs propres objectifs. Et côté CSM, on retrouve un peu la même logique où quand c'est pas eux qui closent les opportunités d'upsell, on aime bien aussi un peu rémunérer à la détection d'opportunités, un peu un SDR sur une partie client. Donc on peut retrouver un peu ces logiques-là. Voilà. Et sur la CS, je me permets aussi de rajouter peut-être que souvent dans les équipes clients, quand c'est pas vraiment des commerciaux, on voit que le pourcentage de variables dans le package global est plus faible parce que c'est pas forcément des populations qui sont drivées par la REM variable, quoi. On a vu pas beaucoup de choses et on se rend compte que c'est un sujet assez technique. Dernière question sur le sujet, notamment de l'organisation, et on voit quand même que d'animer en fait la REM variable, c'est pas si simple et que ça demande du temps et ça demande de la maîtrise et ça demande autant de la compréhension de process, de process, de système, d'outils et de transversalité et d'indépendance aussi là-dessus. Donc je réponds un peu à ma question en posant un petit peu tout ça, mais pour toi, qui doit gérer la REM variable dans une entreprise? Quelle équipe, quel profil doit un petit peu animer et porter ces sujets-là? Moi, c'est RevOps. Il y a pas mal de raisons à ça. La première, c'est que quand on est RevOps, on n'est ni sales ni à la finance. Et donc, c'est bien d'être externe à chacune de ces deux équipes pour trouver le bon équilibre entre motivationnel et contrôle sur les coûts. Bon, en pratique, plus les entreprises grandissent, plus nous, ce qu'on voit, c'est que
le sujet de la rémunération variable devient soit une équipe complètement à part, soit finance ou en tout cas rattaché à la finance, ce qui a du sens aussi. Mais RevOps, ouais, pour donner une réponse, c'est plutôt la recommandation. Et d'ailleurs, quand on regarde les analyses de Gartner, par exemple, Gartner qui avait publié qu'est-ce que fait un sales ops, et il y avait clairement une des 5 ou 6 responsabilités clés. Je crois que il y avait 6 piliers, et un des 6 piliers, c'était rémunération variable. En tout cas, je suis très aligné sur le fait qu'on peut pas être juge et partie, moi, je pense, dans la REM variable. Donc, il faut que ce soit cette indépendance-là. Et je pense que ça, c'est clé pour fixer tes targets de connaissance, etc. Et sur la finance, effectivement, on le voit beaucoup et c'est logique parce qu'il y a aussi cette notion de suivi de financier, de rémunération et de paiement. Mais du coup, on en parlait ensemble. Et ce que tu disais aussi, je pense qu'il y avait tu perds un peu le côté motivationnel de la chose dans les choix que tu peux faire sur les targets ou sur la structuration des plans quand c'est porté que par la pure finance. Là où, en tout cas, bah, voilà, je presse aussi un peu par ma paroisse, mais les meilleures organisations que j'ai vues, c'est quand ces sujets étaient portés par les RevOps sur les profils peut-être plutôt performance ou analytics. Aussi parce que du coup, l'indépendance est là, mais la maîtrise de comment la data est récupérée, structurée en amont sur le CRM, etc., permet aussi d'aller beaucoup plus vite dans la fiabilisation des calculs qui sont faits, parce que c'est aussi juste primordial de payer des gens sur des données qui soient extrêmement fiables et maîtrisées dès le début. Et à tous les RevOps qui nous écoutent, devenir très expert, vraiment prendre l'ownership du sujet de la rémunération variable, je suis assez convaincu que c'est quelque chose qui peut vous faire vraiment briller en interne. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui est clé à la fois côté acquisition et côté finance, que c'est un sujet qui est souvent mal maîtrisé, souvent il n'y a personne dans la boîte qui est vraiment expert de ça. Et donc, c'est quelque chose qui peut vous amener à voilà, faire des présentations qui ont vraiment de l'impact auprès de toute l'équipe de direction, quoi. Donc je le vois comme une opportunité. Clairement, et beaucoup plus que les sujets tech, système, Ouais. qui sont plus naturellement pris par ces profils-là, qu'on pose souvent la question comment on devient plus stratégique en tant que RevOps en interne, comment je commence à participer un peu à la table des décisions, etc. Très aligné avec toi, je pense que prendre en main, être très proactif sur ces sujets de rémunération variable, c'est la meilleure porte d'entrée parce que ça fait émerger énormément de discussions très intéressantes qui vont et intéresser CRO, CEO, COO de la boîte, quoi. Ouais, parce que le message que vous faites passer, c'est je fais attention à l'équation économique, l'équation de profitabilité de la boîte. Et Donc cette trajectoire de stratégique. croissance en plus. Ouais, Ouais. absolument. Donc un intérêt des décideurs. Bah écoute, merci beaucoup Antoine pour cette overview-là. Je finis toujours par 3 questions qui sont un peu les questions signature du podcast, qui sont bah, la première, c'est un concept, un framework, une réalisation qui a un peu changé de la manière de manager et que tu implémenterais à chaque fois que tu lancerais une boîte. Ouais, il y a un concept que j'aime bien, c'est celui de la jeune, la vieille. Je sais pas si ça parle à certains. En fait, il y a une image qui est assez connue. Si vous tapez ça sur Google, je pense que ça apparaîtra dans les résultats. C'est un dessin en noir et blanc et on peut soit voir une jeune femme, soit on voit une vieille femme. Il y a même des gens qui voient des animaux, des lions, des trucs comme ça. Pourquoi je dis ça? Parce que tout est une question de perception. Et à chaque fois que vous avez un désaccord avec qui que ce soit, il faut réussir à se mettre à la place de l'autre. En fait, c'est même pas forcément qu'un conseil ou un framework qui peut s'appliquer dans l'entreprise, c'est même dans la vie, quoi. Pour juste mieux vivre ensemble, il faut faire l'effort de se comprendre. Et c'est quelque chose qui est souvent oublié parce qu'on est dans notre prisme, on a envie d'aller vite. Et donc, on ne prend pas le temps suffisamment d'écouter les autres. Mais de se rappeler que là où moi je vois une jeune femme, bah, peut-être que toi, Benjamin, tu as une vieille femme, ça veut dire que quand on va discuter de un sujet de rémunération variable ou quoi que ce soit, bah, en fait, ça rappelle que moi j'ai un prisme, un point de vue qui est un angle qui est différent du tien. Et je vais me mettre à ta place, tu vas te mettre à ma place, et ensuite on prendra une décision. Mais voilà, je trouve que c'est un bon truc à avoir en tête pour le vivre ensemble. Et donc, quand même, credits to Eric Langrenier, qui était le responsable de la filière entrepreneur, qui est le responsable de la filière entrepreneur centrale, et qui est aussi, enfin, qui a plein d'autres activités, qui est un entrepreneur
à succès et coach en management. Et voilà, c'est de lui que je tiens cet apprentissage. L'erreur est la pire fausse bonne idée qui t'a coûté le plus cher depuis que depuis que t'es entrepreneur? Ne surtout pas sur-recruter en sales. Il faut le faire que quand l'équipe existante croule sous les opportunités. Ça, voilà, trop recruter en sales, ça crée que des problèmes. Ça crée si tout le monde n'atteint pas sa target, quand on rajoute quelqu'un dans l'équipe, ça crée un vestiaire de losers. Et ça entretient ça entretient voilà, quelque chose de négatif, donc c'est pas bon du tout. Et puis j'allais dire aussi, parce que ça nous est arrivé, mais ne jamais prendre des bureaux où les deux open space sont très séparés. Ça peut paraître con comme réponse, mais on est passé par un moment qui était un petit peu plus difficile pour Cobra, et ça coïncide avec quand nos équipes physiquement étaient l'une un peu plus éloignées de l'autre. Parce que tu perds un peu en communication, motivation et Ouais. effectivement, juste en simplicité, encore une fois, dans l'engagement Et un contenu, livre, documentaire, podcast. Le livre Crossing the Chasm de Geoffrey Moore, qui est un must read pour de base toute personne en marketing, mais au fond, je pense n'importe qui devrait lire ce livre, puisqu'il explique justement toutes ces phases de stratégiques différentes par lesquelles passe une boîte et qui sont en fait essentielles pour ensuite réussir à se comprendre et comprendre pourquoi tels choix sont effectués, tels choix stratégiques sont effectués. Voilà, Le livre, vraiment... c'est le livre que tu as cité au début Ouais, qui c'est ça. t'a aidé à évangéliser aussi à un moment donné Cobra quand le marché était encore très niche, quoi. Et ben écoute, merci beaucoup Antoine. Je trouvais cet épisode très très intéressant sur un sujet encore une fois que je suis content de pouvoir mettre en avant, et je te remercie d'avoir donné à beaucoup de gens un certain nombre de bonnes pratiques et d'avoir aussi raconté l'histoire de Cobra. Donc merci, merci Antoine. Merci Benjamin. Et merci à tous de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode. Et puis on revient très très vite pour un prochain épisode de Revenu et Cause. Très bonne journée à tous. À bientôt.